Bonsoir, un bonsoir très cocorico ce soir. Les basketteurs de Limoges se sont qualifiés pour la finale du championnat d'Europe tout à l'heure à Athènes. Ils ont réussi à battre le légendaire Real Madrid en demi-finale par 62 points à 52. Yann Lavoie est emballé. L'une des clés du match, c'était Michael Young. Le marqueur limougeau a vite rassuré ceux qui craignaient que sa contracture à la cuisse ne se réveille. 8 points dans les premiers instants de la partie et Young met Limoges sur les bons rails, ce qui mène vers la finale. En cette première mi-temps, le Real de Madrid, 7 fois vainqueur de la Coupe des Champions, est apathique. Sans doute trop confiant, les Madrilènes se heurtent à la meilleure défense d'Europe, celle de Limoges. Sabonis tente de faire jouer du mieux qu'il peut ses 2,20 m, mais il n'a pas souvent été en réussite. 2 lancers francs sur 8 seulement en première période. Du coup, Limoges atteint la mi-temps avec 10 points d'avance. Madrid, qui n'a perdu que 2 fois cette saison en Coupe d'Europe, connaît bien entendu une réaction d'orgueil en début de seconde période. Mais Limoges ne craque pas. Frédéric Forté, meneur de jeu suppléant, conduit les siens d'une main de maître. Et comme Young, la gâchette ne s'enraye pas, les jaunes gardent 5 points d'avance. Et Madrid oublie son basket, accumule les fautes. Pourtant, Sabonis permet au Real de limiter l'écart. Mais quelques instants plus tard, sa grande carcasse est au sol, image symbole du Grand Real au tapis. Limoges a créé une énorme surprise en s'imposant 62-52 sans jamais avoir été mené au score dans ce match. En finale, jeudi, Limoges jouera face au vainqueur de la rencontre qui se déroule en ce moment même entre le PAOK Salonique et Trévise. Et si vous êtes un accro du basket, regardez France 3 ce soir. Le match sera diffusé à 23h10. Les forces alliées maintiennent leur pression sur les Serbes de Bosnie. Les avions français, américains et néerlandais sont ressortis aujourd'hui et ont survolé le territoire bosniaque. Cette deuxième mission dissuasive a porté ses fruits. Elle s'est déroulée sans difficulté. Les Serbes ne se sont pas manifestés dans l'espace aérien et n'ont tiré aucun missile. L'opération déclenchée par l'OTAN se poursuivra probablement malgré l'accident survenu hier. Un Mirage 2000 de l'armée française est en effet écrasé dans l'Adriatique. Le pilote est sain et sauf. Reportage à Tchervia de nos envoyés spéciaux Gérard Beaufils et Roger Mathurin. Tchervia, par une matinée pluvieuse, un départ en mission est imminent, destination l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine. À l'inspection de ce Mirage 2000C équipé de canons à tir rapide et de missiles RR, le colonel Dutartre, un ancien de la patrouille de France et de la guerre du Golfe, un as qui commande ici l'escadron habituellement basé à Orange. Le vol avec ravitaillement va durer 5 heures et il s'agit déjà de la 12e sortie des Mirages français en moins d'une journée. Une centaine de personnels au sol assurent la maintenance des appareils. Les ordres, eux, viennent du nord de l'Italie où l'état-major de l'OTAN coordonne les opérations. Pour nous, avec les Mirage 2000 qui ont été mis en place ici à Tchervia, c'est donc de participer aux côtés des appareils de l'OTAN et des avions américains au respect de cette no-fly zone au-dessus de la Bosnie et donc d'effectuer des patrouilles de jour et de nuit aux ordres de l'état-major à Vicenza. Est-ce que les Serbes sur le terrain ont encore besoin d'appui aérien pour réaliser cette guerre ? C'est une question un peu stratégique, je ne sais pas si je suis en mesure d'y répondre, mais il est évident dans toute opération que la maîtrise du ciel est quelque chose de fondamental, et c'est toujours par là qu'il faut commencer, à mon sens. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de votre mission, c'est-à-dire d'intervenir. Écoutez, les opérations ont commencé vraiment depuis hier 14 h et aucune violation n'a été observée à ma connaissance, donc nous n'avons pas eu besoin effectivement d'intercepter qui que ce soit pour l'instant. Une opération comme celle-ci se prépare au moins 5 heures à l'avance, surtout pour un vol de nuit. Les derniers paramètres sont pris en compte, les équipements minutieusement vérifiés. Les derniers conseils sont donnés car la zone est hostile. La première des consignes étant de ramener les appareils et les pilotes à la base. Ici, à Tchervia, les aviateurs français sont sereins et le moral est bon, en dépit du grave incident qui s'est déroulé hier. Le pilote du Mirage 2000 qui s'est abîmé en mer a été récupéré sain et sauf par le porte-avions Clémenceau au bout de 45 minutes d'immersion. Il est déjà de retour à la base et devrait reprendre très prochainement ses missions. Je vous le disais tout à l'heure, les Serbes se sont bien gardés de s'opposer aux chasseurs de l'OTAN. Ils sont en revanche très actifs au sol, une façon pour eux de narguer la communauté internationale. Ils ont bombardé très durement hier l'enclave de Srebrenica et ont tué 56 habitants, dont 15 enfants. Les forces de l'ONU, choquées par l'attitude des Serbes, tentent d'aider les civils comme elles peuvent. L'évacuation a repris aujourd'hui. Françoise Joly.
Leur choix est d'être transportés comme du bétail ou massacrés comme des moutons. Ces paroles sont celles du patron du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Sarajevo. Ces femmes, ces enfants, des musulmans bosniaques, près de 800, ils quittaient cet après-midi Srebrenica et il fallait faire vite. Hier, 56 personnes, dont 15 enfants, étaient tuées dans cette ville par des tirs d'artillerie serbes et plus de 70 personnes grièvement blessées. Un convoi de réfugiés moins important que d'ordinaire car les autorités musulmanes, qui invoquent des raisons de sécurité, demandent que les évacuations se fassent à bord de camions bâchés. Tandis que la force de protection des Nations Unies réclamait le déploiement impératif de casques bleus dans Srebrenica, le Haut Commissariat aux réfugiés lui parlait d'horreur et souhaitait l'enfer pour le commandant militaire qui a ordonné le pilonnage de la ville. Je vous annonçais tout à l'heure la mort de 56 personnes. Le bilan serait encore plus lourd, entre 70 et 75 morts, d'après l'ONU. Il y a ceux qui partent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et il y a ceux qui veulent rentrer malgré les risques. 3 jeunes filles bosniaques qui avaient été accueillies par l'organisation humanitaire Équilibre à Lyon il y a 5 mois veulent retrouver leur pays. Patrice Romden. Oui, là c'est bien, mais poussez-vous un petit peu par là. On parlerait de photos d'adieu si ce terme, adieu, n'évoquait pas un voyage sans retour. Ayla et ses 2 cousines bouclent leur sac direction Mostar à 150 km de Sarajevo après 5 mois de vie quotidienne partagée avec une famille d'accueil française. Et pourquoi est-ce que vous voulez retourner là-bas? Parce que nous voulons être avec famille, ensemble. Et école ouvrir aussi. Elle connaît un peu la réalité parce qu'on lui a fait voir des documents, mais elle ne réalise pas que c'est dans son pays. C'est comme si c'était quelque chose d'étranger à elle. Entre guerre et paix, elles choisissent la famille. Quant au général Morillon, son retour en France est sérieusement envisagé. François Léotard l'a confirmé ce matin sur Europe 1. Pourquoi rentre-t-il et par qui sera-t-il remplacé? La question mérite d'être posée dans la mesure où la mission des casques bleus en Bosnie pourrait changer. Laurent Boussier. Ils sont aujourd'hui casques bleus, soldats de la paix. Dans quelques semaines, ils pourraient devenir force d'interposition, c'est-à-dire imposer par les armes les nouvelles résolutions de l'ONU. En effet, malgré un nouveau report, le Conseil de sécurité s'apprête à voter fin avril l'aggravation des sanctions contre la Serbie. Sans illusion sur les intentions réelles des Serbes et sans espoir de les voir reculer par la négociation, le rôle des casques bleus serait alors de les empêcher d'étendre encore leur conquête. Pour cela, il faudra peut-être se battre. À nouvelle mission, nouveau chef, le général Morillon, qui incarne aujourd'hui le dialogue et la négociation, qui s'est engagé personnellement sans jamais prendre fait et cause pour un camp contre l'autre, Philippe Morillon, présent sur le terrain depuis plus d'1 an, mais qui a fait le plein de ses ennemis, laisserait sa place à un autre officier général, dépit du principal intéressé. C'est vrai que j'ai dépassé largement le mandat qui m'avait été fixé initialement, et si je suis encore ici, c'est parce que les jours qui viennent sont cruciaux. Cela dit aussi, je sais parfaitement et je comprends parfaitement que, quelle que soit l'issue de la situation en cours, il y aura des modifications dans le déploiement de nos forces. Polémique et petite phrase, si pour l'instant à New York, le porte-parole de l'ONU affirme n'avoir reçu aucune indication concernant le départ du général, à Paris, on s'apprête à lui trouver un successeur. On parle entre autres du général Zeisser, un homme qui connaît bien le dossier yougoslave, qui a déjà effectué 2 missions sous mandat ONU et qui occupe aujourd'hui le poste que Philippe Morillon a quitté pour partir en Bosnie. François Léotard et Alain Juppé ont été reçus séparément aujourd'hui par le président de la République au palais de l'Élysée. Le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères n'ont fait aucune déclaration. En France, le débat de la semaine porte sur le mal-vivre des villes et des banlieues. Pierre Cardot, député des Yvelines, puis Pascal Clément, ministre des Relations avec l'Assemblée nationale, propose la suppression des allocations familiales aux parents d'enfants délinquants. Le maire d'Évreux leur donne raison et donne l'exemple. Il a décidé de supprimer les aides municipales à certaines familles. Il ne partage pourtant pas les opinions politiques de Pierre Cardot et Pascal Clément, tous deux UDF. Il est communiste. Reportage à Évreux d'Anne Mourgue et Michel Levasseur. 19 février, le foyer des jeunes est détruit par un incendie criminel.
Quelques jours avant, c'était le saccage d'une patinoire, les vitres brisées de plusieurs magasins. Alors, à sa demande, les associations du quartier ont donné au maire une liste. Les noms des jeunes soupçonnés d'être à l'origine des dégradations. Pour 10 familles, représailles de la mairie, bons d'alimentation supprimés. Chaque mois, 400 francs en moins. Pour le maire communiste refondateur, il est normal de faire payer les parents pour les bêtises de leurs enfants. C'est une sanction tout à fait provisoire qui me permettait à moi de les faire venir, de les faire discuter avec moi et puis d'envisager quel suivi social on pouvait opérer vis-à-vis de leurs enfants qui souvent sont une gêne aussi pour leur propre famille. Je pense que les parents n'ont pas toujours le pouvoir sur leur enfant pour leur permettre d'assurer une certaine discipline collective dans la vie de la cité. Dans la cité, cette mesure semble peu appréciée. Pourquoi justement accuser ces gens-là? Il y en a pas mal à la Malin qui ont fait des bêtises ou autres, et on va pas bouger sur eux. Pourquoi? Déjà, ce sont des gens défavorisés défavorisés. Si on leur retire tout ce qu'ils ont pour vivre et tout, c'est pas un truc pour pas arranger les choses, je pense. Même désapprobation des associations de lutte contre le racisme. Je crois que le Front National est en train de faire des enfants et une municipalité dite de gauche et particulièrement communiste, avoir ce genre de pratique, je crois que c'est dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Samedi, 2 familles sanctionnées ont rencontré le maire. Elles ont promis de punir leurs enfants. En échange, on leur a rendu leur bon d'alimentation. Provisoirement, à la prochaine bêtise, il sera de nouveau supprimé. Consensus entre UDF et communistes, mais divergence entre UDF et RPR. Bernard Pons, président du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale, est catégorique. Son groupe est hostile à une telle mesure. Propos recueillis par Jean-Baptiste Prédali. Le groupe RPR est très réservé. Il n'est pas d'accord du tout, parce qu'il considère que ce n'est pas en enlevant le pain de la bouche des frères et des sœurs des enfants délinquants qu'on réglera le problème. Puis ça pose toute une série de difficultés. Alors il y a le code de la sécurité sociale qui prévoit que les familles des enfants qui ne sont pas scolarisés peuvent être pénalisées. Bon, je dirais que ce code de la sécurité sociale n'est pas appliqué, qu'on commence déjà par l'appliquer, et ce sera difficile. La politique de la ville a fait l'objet d'une réunion ministérielle à Matignon aujourd'hui autour d'Édouard Balladur. Des décisions ont été prises, a précisé Simone Veil, ministre des Affaires sociales, mais elles ne seront pas annoncées avant le débat parlementaire prévu pour la fin du mois. La crise des cités aboutit souvent à une confrontation violente entre les jeunes et la police. Cela a incité nos confrères de Globe Hebdo à commander un sondage sur l'image de la police en France. Question posée par l'IFOP, avez-vous peur de la police? Réponse nuancée. Christophe Tortora. 20% des personnes interrogées dans ce sondage ont déclaré avoir peur de la police. 80% assurent donc le contraire. Étonnamment, les personnes les plus critiques ont entre 35 et 49 ans. Cette génération garde peut-être en mémoire les événements de mai 1968. 57% estiment que les policiers s'y prennent mal avec les jeunes délinquants. Ce qu'il faut faire, c'est de plus en plus que les policiers se sentent eux aussi à l'aise dans des situations difficiles dans les quartiers. Il faut que les policiers puissent être reversés sur le terrain. C'est une grosse demande des citoyens, parce qu'à l'inverse, les citoyens demandent beaucoup la présence policière, donc c'est qu'ils nous font confiance. Pour 43%, les policiers sont plus sévères avec les étrangers. L'action des policiers est beaucoup plus visible lorsqu'il s'agit d'intervenir auprès d'étrangers. Mais là aussi, il ne faut pas en tirer des conclusions dramatiques. La police fait son travail, fait respecter les lois de la République de la même façon qu'il s'agisse de Français, de souche ou d'étrangers. Enfin, pour une personne sur 2, les policiers se considèrent au-dessus des lois. Hausse des prix, baisse des taux. Hausse des prix à la consommation, plus 0,5% en mars. Il s'agit d'une forte augmentation à cause des légumes. Mais sur l'année, la tendance ne semble pas se modifier, Philippe Sassier. Alors, l'INSEE en confirme, l'inflation reste parfaitement maîtrisée. Alors, mais vous êtes surtout là pour nous parler de la baisse des taux d'intérêt. On va essayer. Question très précise, est-ce que le crédit va coûter moins cher? Crédit à court terme? Écoutez, il faut d'abord rappeler une chose, c'est que cet argent, c'est une matière première qu'on transforme en crédit, en épargne, en achat. Sa valeur fluctue et quand il y a méfiance, eh bien, on monte les taux d'intérêt pour défendre la monnaie. Depuis les élections législatives et la nomination d'Édouard Balladur à Matignon, le franc s'est raffermi et le coût de la matière première argent a baissé. Cela signifie un retour à la confiance dans le gouvernement français. Le geste d'aujourd'hui a donc d'abord une signification politique. Mais pour les banquiers, le prix de l'argent est principalement celui du marché monétaire où elles achètent massivement leurs matières premières. Ce coût est en baisse, ce qui représente
une bouffée d'oxygène pour les trésoreries et les crédits à court terme des entreprises dont les taux varient selon le prix de l'argent. Mais pour les autres crédits, et notamment les nôtres, les crédits aux particuliers, il faudra attendre. Il faudra qu'à l'avenir, cette baisse des taux se répercute dans les crédits accordés à l'économie, a dit Edmond Alfandéry, le ministre des Finances. En précisant à l'avenir, le ministre des Finances indique qu'il ne veut pas contraindre brutalement les banques à une baisse. Elles ont laissé beaucoup de plumes dans la bataille du franc, mais la décrue des taux d'intérêt est amorcée. Et puis surtout, Paul, il va probablement y avoir de la concurrence. Merci Philippe. Il vaut toujours mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Des centaines de salariés français de l'usine Grundig en Lorraine se sont rendus aux Pays-Bas, à Eindhoven, au siège de Philips, qui possède en partie Grundig. Ils ont demandé à la firme hollandaise de ne pas fermer leur usine. Reportage de nos envoyés spéciaux Frédéric Crotta, Frédéric Delarue. 7 heures de route en autocar, c'est long, mais il en faut plus aux salariés de chez Grundig. Ils étaient aujourd'hui entre 4 et 500 pour perdre le sens de la formule et du symbole. On est à défendre notre casse-croûte avec des fleurs. Ouais. Voilà, peut-être que la décision elle changera, même qu'elle est prise, mais on espère que ça va changer. À Eindhoven, toute la population ne vit que par Philips, actionnaire à 30% de Grundig. Mais la manifestation des Lorrains s'est passée dans une indifférence quasi générale. Comme la majorité des salariés de l'usine de Creutzwald, Roland et sa femme Brigitte n'ont pas hésité à faire le déplacement. Bon, le voyage, on a fait 3 pauses, s'est arrêté à Maastricht, pas longtemps, pas une demi-heure, même pas. Car l'Europe, c'est bien sûr la question qui est sur toutes les lèvres. Le projet de Philips, c'est de fermer Creutzwald, mettant au tapis 900 salariés, et de transférer la production vers une autre usine en Autriche, hors CE. Et apparemment, c'est à cause du système de l'Europe que ça nous arrive. Hein. Ça fait partie de l'Europe et ils nous enlèvent l'emploi pour le mettre ailleurs. Et chez vous, il y a du travail si l'usine ferme? Oh, pas beaucoup, non. Il y a plus de fermeture d'usines que de création d'entreprises que création. Hein. En fin d'après-midi, la direction de chez Philips reçoit les responsables de l'intersyndicale. C'est toujours là, c'est là le plus long. Hein. Ça m'étonnerait qu'on ait une réponse quand même à la fin. Hein. Vous avez le sentiment d'être venu pour rien ou pas? Non, quand même pas pour rien. Non, sinon on ne serait pas venu. Hein. On verra bien. Faut attendre maintenant. Pour Roland et les autres, la journée n'aura rien apporté de concret. Ce soir, ils repartiront les mains vides, mais un nouveau match social, économique et européen vient de débuter. Creutzwald contre Eindhoven. Un autre secteur en crise attend tout du gouvernement français cette fois. Le comité de survie de la pêche a été reçu par le nouveau ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Jean Puech leur a promis des propositions concrètes dans les délais les plus brefs, autrement dit dans une semaine. Il se rendra d'ailleurs dès vendredi dans le sud du Finistère pour un contact encore plus direct sur le terrain et assistera à une criée. Vous l'aurez compris, le gouvernement est dans une phase active de concertation avant toute prise de décision. André Rossino, le ministre de la fonction publique, a entamé une série d'entretiens en recevant aujourd'hui une délégation de la Fédération de l'éducation nationale. Jean-Pierre Métivet, Frédéric Basile. C'est clair, il faudra attendre la grande conférence sociale à Matignon fin avril pour en savoir plus. La concertation gouvernement-syndicat a bien débuté cet après-midi par des tête-à-tête, mais on reste sur sa fin. André Rossino, le nouveau ministre de la fonction publique, a choisi un petit cahier d'écolier pour prendre des notes. Normal, il reçoit en premier des instituteurs, ceux de la Fédération de l'éducation nationale. La CGT et Force ouvrière suivront. Rien n'y fera, le voile n'est pas encore levé sur les intentions sociales du gouvernement. Nous avons bien sûr voulu ouvrir avec lui le débat sur les négociations salariales, puisque nous sommes maintenant au mois d'avril. Là-dessus, il nous a demandé un délai de réflexion, le temps que le gouvernement dans son ensemble fasse le point, il nous recontactera. En fait, on est encore en période d'observation, et chacun l'interprète à sa façon. Ça veut dire fort probablement, très vite, des mouvements sociaux dans la fonction publique. Seul signe tangible pour l'instant, le ministère de la fonction publique a dû faire des sacrifices, en déménageant pour des locaux plus exigus et en laissant son ancien siège fastueux de la rue de Varennes à Alain Carignon, le ministre de la Communication. La région Bourgogne a un nouveau président, il s'appelle Jean-François Bazin, il est RPR et succède à Jean-Pierre Soisson, il a été élu au 3e tour de scrutin. Plusieurs prêtres alsaciens franchissent le pas, ils souhaitent la fin du célibat. Et ils expriment leurs vœux publiquement dans une lettre ouverte. C'est à leurs yeux le seul moyen de remédier à la crise des vocations. Christine Beauce. 15 prêtres de la base réunis pour une conférence de presse, un fait rarissime, mais il y a péril en l'Église catholique. C'est pourquoi ils ont décidé de bousculer les tabous pour tirer la sonnette d'alarme. En Alsace, la moyenne d'âge du clergé
est de 63 ans. Autant dire que la relève n'est pas assurée. Les prêtres en place, comme Étienne, croulent sous les charges. Nommé aumônier en milieu ouvrier dans le bassin potassique du sud de l'Alsace, il remplace en plus depuis 1 an un curé malade, déjà en charge de 3 paroisses, soit 10 000 personnes. Il ne se souvient pas de son dernier jour de congé. Ce qui me fait de la peine, et ce qui fait beaucoup de peine à beaucoup de prêtres, c'est non pas ce que je fais, mais ce que je ne fais pas. Je suis obligé de faire 17 à 18 mariages pendant ces vacances. Et puis pratiquement toutes les semaines, il y a 2 enterrements qui sont à faire, il y a le nombre des baptêmes. Si on voulait vraiment écouter les gens, ben ça demanderait de passer une soirée avec chacune de ces personnes. Pour ces prêtres, issus d'un groupe de réflexion appelé Jonas, qui rassemble 1500 prêtres en France, il n'y a pas de crise de vocation, il suffirait de faire sauter certains verrous, comme le célibat. La relève peut être assurée, à condition que les laïcs peuvent prendre des responsabilités toujours plus grandes dans l'Église. Ça, c'est une chose. Et puis, sans doute, quelque part, qu'on puisse ensuite ordonner des gens qui accepteront d'aller jusqu'au ministère sacerdotal, sans être nécessairement des célibataires. Ni dissidents, ni contestataires, ces prêtres ont osé dire tout haut ce que certains pensent tout bas dans l'Église catholique. La balle est à présent dans le camp de l'épiscopat et des laïcs. À Los Angeles, les 12 jurés du procès des policiers blancs accusés d'avoir passé à tabac l'automobiliste noir ont du mal à rendre leur verdict. Ils savent que toute une ville attend leur décision. La communauté noire leur demande d'être sévère à l'égard des policiers qui ne semblent avoir aucun remords. Le compte-rendu du procès, établi grâce à des croquis d'audience, aucune caméra n'a été admise dans le prétoire, permet de le constater. Reportage de nos envoyés spéciaux à Los Angeles, Bruno Albin et Evandro Fontes. De ce procès, hors de portée des caméras de télévision, il ne restera bientôt qu'un verdict et des dessins. Ceux de Mona Edwards et de ses collègues, croquis saisis pendant 6 semaines d'audience pour capter la vie et l'émotion d'un débat sur la violence. Confrontation entre les protagonistes de la vie quotidienne à Los Angeles, les policiers souvent débordés par l'ampleur de la tâche et des minorités sur le fil du rasoir de la délinquance. Les moments plus forts, c'était quand Melanie Singer, quand elle a pleuré. À mon avis, c'était un moment très dramatique. Et probablement l'un des tournants du procès. Melanie Singer est officier de police. Elle a participé à la course-poursuite derrière Rodney King. Pendant la bastonnade, elle était dans sa voiture. Mais quand les avocats des policiers l'appellent à la barre, elle craque, évoque les coups de matraque sur la tête de l'automobiliste noir, le sang, les cris. « Je n'oublierai jamais », dit-elle, « jusqu'à ma mort ». L'autre temps fort, abondamment illustré par les dessinateurs, c'est le premier face-à-face de Rodney King avec les policiers. Il a tenté de résister à la bastonnade. Pour la défense, King est un délinquant, libéré sur parole après une condamnation pour hold-up, ivre ce soir-là. En résistant au coup, dit-il, « Je tentais seulement de survivre ». Chacun voulait enfin l'entendre. Et au-delà de ce qu'il avait à dire, sa présence dans le prétoire est l'un des moments les plus importants de ce procès. Leurs croquis montrent aussi la pièce à conviction, la vidéo, choquante, accablante, suffisante. Une salle d'audience envahie par les magnétoscopes. Le film du matraquage a été passé et repassé des dizaines de fois. Et puis la défense, un bloc. Chacun des 4 policiers a son propre avocat. Leur thèse, les 4 défenseurs de l'ordre n'ont fait que leur devoir face à un homme dangereux. Ils sont tous dans le même bateau. C'est ce que tout le monde en a retenu. Et pas plus coupables les uns que les autres dans l'esprit des avocats. Il ne manque désormais qu'un seul dessin aux 200 croquis de Mona Edwards, celui de la proclamation du verdict. Et tout le monde l'espère, le point final de l'affaire Rodney King. Y aura-t-il un second Tchernobyl dans l'ex-Union soviétique? Le 6 avril dernier, une explosion s'est produite en Sibérie dans une usine de retraitement de combustible irradié. Elle se trouve à Tomsk et c'est le plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl. À Georgievska, village peuplé d'une centaine d'âmes, on abat les chiens. On abat les chiens parce qu'ils perdent leur poil et que le village, reclus dans la forêt sibérienne, est situé dans la zone contaminée. À quelques encablures de là, les murs éventrés de l'usine chimique de Tomsk 7. Il y a peu, on y transformait l'uranium en plutonium. Mardi dernier, un réservoir de déchets radioactifs explose. Responsable, un technicien auteur d'une fausse manœuvre. Il a augmenté la pression à l'intérieur de la cuve. Responsable bis, la vétusté des installations. La soupape de sécurité n'a pas fonctionné.
Conséquence, 250 mètres cubes de gaz radioactif s'échappent dans l'atmosphère. Le nuage couvre aujourd'hui 120 km², situation acceptable, certifie le gratin nucléaire russe. Je peux affirmer qu'il n'y a pas de conséquences sérieuses ni pour la population ni pour l'environnement. Il y a un nuage bien sûr, mais l'activité radioactive de ce nuage est dérisoire. Ville secrète dévouée à l'industrie militaire, Tonset se vide de ses étrangers. Néanmoins, la population ne cède pas à la panique après cet accident présenté comme le plus grave depuis celui de Tchernobyl. Il est classé 3 sur l'échelle internationale des risques qui compte 7 degrés. Sur invitation des autorités de Russie, des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'envolent demain pour la région. Mission, examiner l'environnement et l'usine située à portée de regard d'une statue jadis érigée à la gloire du dieu nucléaire, statue toujours en place. Les femmes s'imposent partout, même là-haut. La navette spatiale Discovery a réussi à récupérer un satellite solaire sans difficulté, et cela grâce à Hélène, la seule femme à bord du vaisseau. Patrice Pellet. C'est dimanche que Spartan avait été largué dans l'espace et c'est ce matin que le satellite a été récupéré. L'opération délicate n'a pas été confiée à n'importe qui, mais à Hélène Ochoa, la seule femme à bord, ici au deuxième plan. Hélène a délicatement dirigé le bras de la navette vers Spartan et d'un mouvement souple, très professionnel, s'est emparé du dit satellite dès la première tentative. Grâce à Hélène, 6 millions de dollars vont pouvoir regagner la terre ferme. Durant cette mission, Spartan a été utilisé au maximum de ses possibilités, comme ici, pour créer artificiellement une éclipse du Soleil grâce à ses 2 télescopes. Pour Hélène et ses 4 compagnons, encore 2 jours dans l'espace, retour sur Terre, vendredi. Thi So Van, un Cambodgien vivant en France, s'inspire d'une vieille tradition chinoise. Il réinvente le tigre de papier, mais il s'agit de vrai papier, un travail d'artiste apprécié par Michel Strulovici et Michel Janoulatos. Une immense feuille de papier. Athlète du pliage, Maître Thi s'échauffe et prend ses marques. Concentration avant l'effort. Et c'est parti. Pour plier, oui, il faut avoir un peu, vous voyez, un peu l'esprit logique et un peu de géométrie dans l'espace quand même. 135 kg de papier soulevé, plié, tordu, froissé, défroissé. Le roi de la jungle est sur pattes grâce au roi du pliage. J'ai réalisé ce lion géant pour 6 jours de travail. Elle mesure 4,50 m de haut et 8 mètres de long. Pour voir le pliage, ça détend. C'est calme les nerfs, c'est une philosophie et une fois plié, je suis rentré dans une autre dimension. Après l'infiniment grand, l'autre dimension explorée par Maître Thi, c'est l'infiniment petit. Et voici le jardin d'Éden avec des miniatures de 5 mm. 10 doigts de fée pour tout réaliser. Il y a, Roger Gomez, il y a l'art et puis l'éclairage de l'art. Les Italiens qui ont toujours très bon goût ont mis au point un nouveau système qui met en valeur leur patrimoine dans une quinzaine de villes. Exemple à Paris, à l'espace Electra, exemple de Ravenne, proposé par Gérard Dalmas. Que la lumière soit, et la lumière fut. Pas la lumière de l'éternel, celle de l'Enel. L'EDF italienne vient d'inventer un système d'éclairage des œuvres d'art et des monuments. Exemple Ravenne, célébrissime basilique byzantine Sainte Vitale. La bonne lumière, c'est des lumières et c'est aussi des ombres.
Avec 6 kW seulement, l'Enel respecte les couleurs et l'atmosphère de recueillement, car le manteau des murs de briques a pour doublure le plus beau livre d'images du monde en mosaïque. « 1560 sortes de tesselles, petits cubes de pierres parfois précieuses ou de pâte de verre avec une couche d'or. Mariage de la tradition romaine et de l'inspiration orientale grâce à Justinien, l'empereur très chrétien, ainsi que son épouse, ancienne danseuse, ex-dame de petite vertu, Théodora. Des regards qui attirent les nôtres, comme le reste du monde était alors fasciné par la cour de l'Empire d'Orient. Voilà, dans quelques instants, Sophie Davant vous éclairera sur le temps demain. À 20h50, John Badham vous distraira avec un film fantastique, Short Circuit, un film surtout pour les jeunes, les enfants. Si vous aimez E.T., regardez ce film. À 22h30, Bas les masques avec les victimes des erreurs judiciaires. 23h55, Catherine Sellac vous proposera le dernier journal. Et demain, Gérard Leclerc recevra à 7h50 Hervé de Charette, le ministre du Logement. Bonne soirée sur France 2. À demain 20h. Bonsoir.